Bonjour, alors tout d'abord vous dire que je suis désolé de ne pas avoir pu venir au TIB à Taïwan, bon, les circonstances ne le permettaient pas, et que je suis d'autant plus heureux de présenter aujourd'hui mon livre, L'Ordre du jour, aux lecteurs taïwanais. Alors je voudrais commencer par remercier Shen Fangwei, la traductrice du livre, que j'ai rencontrée en 2014 en France, avec laquelle depuis j'ai eu beaucoup de discussions sur la littérature et qui connaît très bien les enjeux de mes livres, donc qu'elle soit ici chaleureusement saluée. Alors tout d'abord dire que L'Ordre du jour n'est pas un livre de fiction, c'est un livre qui raconte des faits qui se sont réellement produits. C'est un livre qui raconte ce qu'on peut appeler les prémices de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, autour d'un certain nombre d'épisodes qui s'articulent les uns aux autres et qui sont tous tirés de correspondances, d'archives, d'un certain nombre de documents. Le premier de ces épisodes, celui qui ouvre le livre, c'est une réunion. La réunion du 20 février 1933. Les nazis, alors, viennent d'arriver au pouvoir, Hitler vient d'être nommé chancelier, et c'est une réunion entre Hitler, Göring, et 24 des plus grands chefs d'entreprise allemands. Certains, d'ailleurs, dirigent des entreprises qui sont encore aujourd'hui des entreprises de tout premier plan. Alors, l'objet de cette réunion est que les caisses du parti nazi sont absolument vides. Or, des élections vont avoir lieu le 5 mars 1933, donc quelques semaines plus tard, et les nazis ont besoin d'un certain d'argent, au fond, donc de dons des chefs d'entreprise pour financer leur campagne. De ce point de vue, c'est une levée de fonds tout à fait ordinaire. Et bien sûr, comme d'habitude, les chefs d'entreprise, comme toujours en pareil cas, ont besoin de s'assurer que le programme, ce qui va être appliqué, au fond, par le parti politique qu'ils vont financer, est un programme conforme à leurs intérêts économiques strictement. Hitler, de ce point de vue-là, va les rassurer aussitôt, puisqu'il va aller jusqu'à leur dire que les chefs d'entreprise seront, sous le régime nazi, seront fureurs dans leur entreprise. Il leur promet donc un pouvoir absolu. Aussitôt, les chefs d'entreprise vont faire des dons pharaoniques le soir même au parti nazi, renflouer ses caisses et lui permettre donc de mener cette campagne électorale. Or, il se trouve que cette campagne électorale est évidemment une manière déguisée, une manière de rendre légal ce qu'on appelle un coup d'État. Puisque pendant cette réunion, Göring va aller jusqu'à dire, de façon à rassurer les chefs d'entreprise, leur dire qu'on ne va pas leur demander de l'argent tous les 6 mois, que ces élections seront les dernières des 10 prochaines années, voire les dernières, dit-il, du siècle. On voit donc qu'au fond, cette réunion a pour objectif réel de détruire la République de Weimar, c'est-à-dire de liquider la démocratie. On voit donc que c'est une réunion tout à fait capitale. Alors, je disais tout à l'heure que ce livre n'était pas une fiction. La tendance générale est à identifier la littérature à la fiction et d'identifier la fiction à l'imagination. Or, il n'est pas très sûr que l'histoire littéraire au long cours soit l'histoire d'un rapport particulièrement fort à l'imagination. Au contraire, je crois que dans son histoire au long cours, la littérature est un rapport de plus en plus vif à la réalité, de plus en plus grand à la réalité. Pour en donner un exemple, Les Misérables de Victor Hugo, si c'est une œuvre qui a une telle importance en son temps et qui a une importance encore aussi centrale pour nous, si elle est toujours aussi vivante, c'est parce que ce qu'elle nous raconte, à savoir la vie d'une ouvrière qui tombe dans la prostitution, avec des conditions de vie misérables, eh bien, ou la vie d'un forçat, tout ça, toute cette vie sociale qui nous est racontée par Hugo, eh bien, finalement, c'est une réalité que nous ignorions, en tout cas de cette façon-là, avant lui, et qui nous concerne aujourd'hui encore. C'est donc pour sa densité de réalité que ce livre nous touche, et non pas pour les péripéties imaginaires. Alors, du coup, revenons-en à cette réunion du 20 février 1933. En général, quand se produisent aujourd'hui des réunions entre chefs d'État et chefs d'entreprise, elle se termine par un petit discours public. La réunion est secrète, mais ensuite, un certain nombre de personnes viennent devant un pupitre présenter aux journalistes, au public, ce qui s'est passé pendant la réunion. Et nous savons tous que ce qui nous est dit à ce moment-là, c'est une forme de fiction, d'ailleurs, conçue par des communicants. Voyez. On voit donc que la fiction, en réalité, est du côté du pouvoir. Et que si la littérature cherchait à se saisir aujourd'hui d'un de ces épisodes, eh bien, contemporains, elle ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas assister à une réunion entre chefs d'État et chefs d'entreprise. C'est impossible pour un écrivain. Si donc on désire témoigner de ces choses
en dire quelque chose, au fond, eh bien, il faut se tourner peut-être vers le passé. C'est pourquoi je me suis tourné vers cette réunion du 20 février 1933. Puisque, s'il est impossible de raconter une telle réunion de nos jours, eh bien, en revanche, le procès de Nuremberg a permis, à travers les notes qui ont été saisies, les interrogatoires qui ont été faits, de reconstituer d'une façon extrêmement plausible cette réunion du 20 février 1933.